Du coup, moi, c'est Jean-Baptiste, je suis éducateur spécialisé en protection de l'enfance et je suis membre du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, depuis 2016. Alors, je le connais pas par cœur. Après, je connais un peu les grandes lignes de toute façon. Effectivement, c'est un programme qui a été élaboré collectivement. C'est de cette manière qu'on essaie de fonctionner au sein du NPA. C'est l'image qu'on se fait aussi de comment devrait fonctionner la société. Et donc du coup, j'ai des notions effectivement, et notamment sur la question du programme autour des jeunes. Voilà. Parce que ça me touche directement et ça touche mes collègues, mes amis, etc. Pour moi, c'est important. On voit bien que nationalement, ces dernières années, il y a des mobilisations qui sont importantes dans la jeunesse, que ce soit les questions du climat, les questions de l'antiracisme, les questions féministes. Tout ça, ça crée des luttes. Les gens ont besoin, ressentent le besoin de s'organiser collectivement pour dire que ça va pas, pour dire que ça va. Et du coup, un parti, ça propose de s'organiser justement. Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour aller dans le sens qu'on souhaite? Déjà, c'est un ouvrier, enfin licencié. Depuis 2 ans maintenant, il était ouvrier chez Ford, il a été licencié. Donc c'est quelqu'un qui partage nos réalités aussi quotidiennes, de vie, de travail, et qui n'est pas un politicien professionnel, même si évidemment, là, ça fait la 3e fois qu'il se présente à l'élection présidentielle. En tout cas, c'est la candidature qu'on défend. C'est pas forcément Philippe Poutou en tant que tel, mais c'est le profil de personne qu'on défend, effectivement. On considère que celui qui doit représenter les intérêts du plus grand nombre doit connaître aussi les conditions de vie, les conditions de travail des personnes qu'il représente. Effectivement, Philippe Poutou, ça fait 3 fois qu'il se présente. Après, on a une longue tradition aussi dans nos partis, au sein du NPA, avec aussi des élections. Effectivement, on est bas dans les sondages. On en a un peu rien à faire parce que de toute façon, on ne souhaite pas forcément être élu. Nous, on est contre la fonction présidentielle, on est contre le système tel qu'il est actuel, on considère qu'il est antidémocratique. Et donc, on considère effectivement que les élections, c'est pas l'alpha et l'oméga de nos vies, de la politique. Mais c'est aussi une fenêtre médiatique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. C'est vrai que c'est un temps d'antenne, c'est un temps où on nous retrouve dans les journaux, à la télé, dans les radios, encore aujourd'hui. Ce qui n'arriverait sans doute plus rarement, je pense, en dehors des temps des élections. Et pour nous, c'est important effectivement de faire connaître nos idées, d'autant plus en ce moment. La première, et je pense la plus importante de toutes, c'est un pré-salaire d'autonomie pour les 18-25 ans. Un pré-salaire d'autonomie, nous, de toute façon, on est pour l'augmentation du SMIC à 1 800 €. Donc un pré-salaire d'autonomie qui serait à 75% de ces 1 800 €. Qui permettrait en fait aux jeunes qui font leur choix d'études, qui font leur vie, de pouvoir s'y consacrer vraiment. C'est vrai qu'on voit encore aujourd'hui que 40% en fait, des étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études quand il n'y a pas les parents derrière ou quand ça ne suffit pas. On considère que tout le monde devrait pouvoir mener sa vie comme il le souhaite, c'est-à-dire mener des études s'il le souhaite, s'il a envie de faire de la philosophie, même si ce n'est pas le truc le plus productif, même si ce n'est pas ce qui amène un métier forcément derrière. On est pour le savoir libre et donc effectivement ce pré-salaire d'autonomie pour nous c'est une mesure phare. On est aussi pour la suppression de Parcoursup et la sélection à l'université qui selon nous renforce les inégalités entre les jeunes. Voilà, ceux encore une fois, qui n'ont pas forcément les moyens de payer pour faire des études ou d'avoir le bon cursus, d'avoir fait tous les bons choix à un moment donné. On a le droit de se tromper, on a le droit d'être un peu à côté des fois, de changer d'avis. Et donc on considère que Parcoursup, c'est en fait ce qui cristallise aussi beaucoup d'inégalités au sein de la jeunesse. On est contre la nouvelle réforme du bac, on est pour une renationalisation de ce diplôme. Pour la jeunesse, je pense que ce qui est important aussi, dans le cadre des apprentis, on est pour un salaire d'apprentissage qui serait équivalent au SMIC. Je pense que c'est indéniable. De toute façon, il faut pouvoir mettre des moyens dans le service public.
Faire sortir aussi à un moment donné les entreprises privées des conseils d'administration de nos facs pour pas qu'ils puissent décider où vont les fonds publics et à un moment réinjecter du fric dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement secondaire. Dans les lycées, par exemple, nous on est pour des classes à 20 élèves maximum. Et je pense qu'il est important de mettre en avant aujourd'hui, d'autant plus, c'est ce qui a fait polémique en tout début de campagne, c'est le désarmement de la police. Parce que, comme le disait Philippe Poutou, et qui aujourd'hui est convoqué au commissariat pour ça, la police tue. Alors après, on peut discuter de comment elle tue, est-ce que c'est de la légitime défense, est-ce que c'est une bavure, peu importe. Il faut pouvoir dire que la police tue et donc désarmer. Je pense que ça, en tout cas nous, on pense que ça désamorcerait nombre de conflits et notamment dans les classes les plus précaires de la société. Après, pour mettre en avant un autre point qui est important dans nos luttes et dans notre militantisme, puisqu'on est féministe avant tout, c'est la gratuité de l'avortement, donc de l'IVG, mais aussi de la contraception pour toutes et tous. Alors quand on parle d'armes, c'est d'armes létales ou sublétales. Effectivement, aujourd'hui, il y a des attentats terroristes, voilà, on l'a vu encore dernièrement à Bruxelles. C'est des choses de toute façon qu'il faut combattre. Mais pour nous, ça passe aussi par plus de moyens, finalement aussi, et une meilleure reconnaissance des métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais moi je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé aussi dans les quartiers populaires, et finalement, un bon éduc, c'est toujours mieux que 10 mauvais flics, ou même 10 bons flics. Voilà, parce que ça désamorce aussi les conflits et qu'on essaye d'éviter un maximum d'en arriver aux cas les plus extrêmes. Après, si on veut parler, parce que ça a été une polémique notamment pendant la présidentielle en 2017, mais si on veut parler du terrorisme et qu'est-ce qu'on fait contre le terrorisme, en fait pour moi c'est assez simple. Aujourd'hui, en France, on a vu que les multinationales et même l'État vendaient des armes. En tout cas, l'État vendait des armes dans les pays qui étaient sous tension, notamment à l'Arabie Saoudite ou à d'autres. Ces armes, on les a retrouvées dans les conflits au Yémen, encore aujourd'hui, qui tuent des gens. Et on vient déstabiliser des zones du monde qui sont déjà fragiles pour des intérêts économiques. Évidemment, cette question de désarmement de la police, elle ne doit pas se mener toute seule. En fait, ça ne doit pas être une mesure isolée. Elle va dans le sens d'une politique. Mais cette politique, elle va aussi elle doit aller dans le sens d'une non-intervention dans les pays extérieurs. Mais réinvestir aussi des moyens dans les services publics, dans l'hôpital, en psychiatrie notamment, parce qu'on voit que la psychiatrie, encore aujourd'hui, c'est le parent pauvre de l'hôpital et on sait combien l'hôpital est en souffrance. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a plus de vraie politique des services publics de la psychiatrie qui est mise en place. Et c'est comment on s'occupe finalement des marges aussi de notre société, comment on peut être bienveillant, comment on peut les contenir un maximum pour éviter tous ces débordements. Et ça, c'est du préventif. Mais on est pour de toute façon des conseils, voilà, des assemblées, démocratiques qui permettent de décider collectivement de ce qu'on fait de nos vies finalement. Et la fonction présidentielle, pour moi, elle est anachronique. Même elle n'avait pas de sens en fait dans l'histoire, parce que conférer la majorité des pouvoirs de l'État à une seule personne, ça peut amener à des dérives et c'est ce qu'on a vu en fait ces dernières années, notamment sous le mandat d'Emmanuel Macron, où on voit en fait un renforcement de la répression au sein de la jeunesse, notamment, on le voit sur les mobilisations qu'il y a pu avoir, mais aussi dans les quartiers populaires. Et je pense que si tout le monde est partie prenante de cette démocratie, on est pour une démocratie directe, et bien en fait on réduit aussi un certain nombre de problèmes. En fait, c'est à nous de reprendre nos affaires en main. C'est nous qui savons le mieux comment gérer nos vies, collectivement. On est pour la dépénalisation. Je pense que, ça c'est très personnel, je ne connais pas forcément la position du NPA là-dessus. Je
Je pense que le modèle portugais est un exemple à suivre avec la dépénalisation de toutes les drogues. Et des mesures préventives pour accompagner au mieux les personnes qui peuvent être dépendantes. Parce qu'en fait, la dépendance aux toxiques, c'est une maladie qui peut être induite par plein de facteurs, et notamment des facteurs sociaux. Et donc du coup, au lieu de criminaliser, il faut accompagner ces personnes. Je pense que déjà, c'est un changement radical de nos façons de vivre, tout simplement. Une baisse de la consommation, mais une baisse de la consommation qui implique forcément des concessions individuelles, mais surtout des concessions collectives. En fait, c'est aussi réinjecter des moyens dans les transports publics, un maximum. On voit encore en Bourgogne-Franche-Comté qu'il y a une ouverture de la concurrence, donc une ouverture au privé de certaines lignes TER, et en fait, on est contre. On est contre parce que c'est mettre de plus en plus des voitures sur la route. Le nucléaire, on se rend bien compte de toute façon que c'est pas si hypothétiquement Philippe Poutou a été élu là dans le mois qui arrive qu'on en sortirait tout de suite. Par contre, c'est une transition. Voilà. Je sais qu'il y a des associations, des ONG internationales qui préconisent une sortie sur 20-30 ans. Je pense que c'est des choses qui sont viables. Moi, je ne suis pas scientifique, mais pour autant, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ces études-là. Bah ouais. 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 Et en fait, tous les médias indépendants qui respectent aussi les codes déontologiques de la profession, je pense que c'est important de pouvoir les financer par de l'argent public. On voit aujourd'hui qu'en fait, il y a un monopole d'un certain nombre de médias dominants qui sont dans les mains toute petite partie de la population. Et en l'occurrence, c'est Bolloré, c'est Bouygues, en fait, c'est les plus gros acteurs économiques de notre pays. Et du coup, on se demande comment c'est possible que l'information elle passe librement, ou en tout cas pas de manière biaisée, si c'est une toute petite partie de la population qui a ce pouvoir entre ses mains. Je pense que c'est l'exemple qu'on a dans les pays qui sont libéralisés, en tout cas qu'on a libéralisé les services publics de transport. En fait, c'est que quand les lignes elles sont pas rentables, ils les suppriment. C'est ce qu'on voit aussi finalement dans la région avec les lignes TER, ce genre de choses. Je pense que si c'est nous qui contrôlons en fait, ces lignes de transport, et ben en fait, effectivement, ce risque, il s'amenuise. Après, je ne vais pas vous le cacher, hein, effectivement, c'est une politique d'investissement massif dans les transports publics, mais ça fait partie aussi de la politique de transition énergétique et écologique qu'on souhaite amorcer. Merci beaucoup. Avec plaisir.